Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme d'Égypte d'origine anglaise. Rosemary Sabit est née à Londres. Elle a commencé sa carrière à Rome avant de rencontrer son mari égyptien et elle est venue s'installer en Égypte depuis 42 ans. Avec elle, nous allons vraiment faire une balade entre l'Angleterre et également l'Italie et bien sûr l'Égypte en parlant du ballet, de la photographie, du théâtre et plein d'autres sujets qui vont vous intéresser. Commençons tout de suite notre rencontre avec Rosemary Sabit. Madame Rosemary Sabit, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir les différentes facettes de votre vie. Et on commence toujours avec la période de l'enfance qui marque la vie de l'être humain pour toujours. Vous êtes d'origine anglaise, alors je voudrais savoir cette période-là, l'enfance. Est-ce que vous l'avez passée en Égypte ou c'était en Angleterre? Non, en Angleterre. Je suis née en Angleterre, à Londres même, à la fin de la guerre, en 1943. Et c'était pas une enfance facile dans le sens que grande pénurie, il n'y avait pas d'argent dans le pays, mais en réfléchissant, j'ai eu une enfance beaucoup plus intéressante que les enfants d'aujourd'hui. On avait une parc derrière la maison et on sortait le matin avec un paquet de sandwichs. Et on revenait l'après-midi et on montait les arbres, on faisait plein de bêtises. Mais on n'avait pas une vie, disons, confortable comme aujourd'hui. On n'avait pas de voiture, on a eu un frigo beaucoup plus tard, télévision beaucoup plus tard. Mais on ne se rendait pas compte. Ce n'est qu'après, on a eu une enfance assez... pas difficile, mais pas, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, voilà. Et l'école, je détestais, drôlement. J'ai fini par être prof, mais je détestais l'école. C'était un couvent catholique, très strict, prière après chaque leçon, avant, après, durant. Très très strict, on portait un uniforme avec un chapeau et on n'avait pas le droit d'enlever le chapeau dans la rue et je n'étais pas un bon étudiant. Je m'arrête là un peu pour vous poser une question concernant l'éducation. Est-ce que c'était normal d'aller en Angleterre dans des écoles religieuses ou c'était plutôt l'éducation publique qui régnait? Et en allant dans une école pareille, une école religieuse, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a servi pendant votre vie? Pas grand-chose. Parce que l'éducation était tout à fait différente. C'était un peu ce que je dis, ingester, digérer, rejeter. On apprenait des facts, des numéros, des trucs. C'est pas comme aujourd'hui que l'enfant est entraîné à réfléchir. On réfléchissait pas. La seule chose qui m'a sauvé, c'était le ballet. J'y allais 3 ou 4 fois par semaine. Et je vivais pour ça, je voulais finir l'école, aller à l'école de danse, tout le samedi je dansais. Et donc je n'étais pas très académique, ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était le ballet. Et comment les choses se sont poursuivies et ont évolué avec vous après les études à l'école? Je sais que vous suivez également des cours du ballet. Est-ce que vous avez continué avec le ballet? Qu'est-ce que vous avez fait pour les études supérieures? Je n'ai pas pu suivre le ballet parce que malheureusement, j'étais trop grande de taille. Je me suis réveillée presque un matin, j'avais 1m70 et le maximum c'était 1m60 et quelques. Et c'était une grande déception. Alors là, c'était un an avant mes examens. J'ai très mal fait mes O-levels
Et mon père m'a dit, bon, tu vas aller à une école de secrétaire, et si tu ne fais pas bien, tu vas travailler dans un magasin. Alors je me suis dit, quoi? Mais je viens d'une bonne famille, comment je vais travailler dans un magasin? Donc j'ai réussi à ce collège et puis je me suis mise à travailler à l'âge de... quel âge? 17 ans. 17 ans. Madame Rosemary Sabet, je voudrais savoir également pour votre jeunesse en Angleterre, comment ça se passait? Quelles étaient les priorités pour la femme à l'époque? Est-ce que c'était les études, la carrière, le mari, l'influence de la famille? Comment se déroulait votre vie? Ça dépendait de leur background. Plutôt, on voulait s'amuser. On travaillait pour gagner de l'argent parce qu'encore, c'était une époque où les parents ne pouvaient pas avoir de filles à la maison. Mes parents vivaient à Londres et au début du travail, je vivais avec eux. Puis à un moment donné, j'ai vu que toutes les filles quittaient leurs parents et prenaient des appartements seuls. C'était juste avant les années 60, le début des années 60, quand il y avait la grande liberté de la femme. Donc, j'ai pris un appartement avec 2 copines. C'était un basement à Londres. Et après ça, 5 filles à prendre un appartement ensemble. C'était une époque de liberté totale. On sortait comme on voulait, on rentrait quand on voulait, et on allait chez les parents le week-end juste pour faire laver le linge. Et on vivait avec très peu d'argent. Mais de nouveau, c'était une belle vie, je ne sais pas comment. Et on sortait dans les clubs, on avait la liberté. Alors là, c'était l'âge de la liberté, mais avant, vous étiez dans une école religieuse. Alors je voudrais savoir la transformation, comment vous l'avez fait et comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle vie et à cette grande liberté. Simplement parce que tout le monde le faisait. Et bien que l'école était stricte, moi je n'étais pas très obéissante. J'avais déjà un sens de liberté, le fait que je n'étais pas intéressée dans mes études et que j'avais la danse, que j'avais joué à la guitare avec mon frère et on chantait. Donc on avait déjà un genre de vie d'artiste qui était différente des autres. Mon père était artiste, ma mère était dress designer, donc c'était tout un entourage différent des autres. Vous venez d'une famille d'artistes? Oui. Vous avez entamé dans le domaine du secrétariat, vous ne l'avez pas aimé du tout? Non, pas du tout. Les premiers pas de votre carrière, vous avez commencé par le secrétariat, puis d'autres domaines. Alors, parlez-moi un peu des débuts de cette carrière, vos premiers pas professionnels. J'ai travaillé dans une agence de plusieurs agences de publicité. Et petit à petit, on m'a donné des jobs un peu plus importants. J'ai commencé à écrire les slogans pour les publicités. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an pour un magazine, on dit magazine de femmes. Et j'étais dans le département de beauté, alors j'écrivais des articles sur le skincare, j'allais dans des expositions, etc. Mais je ne suis restée qu'1 an parce que c'était toutes des femmes, elles étaient horribles. Vous imaginez plein de femmes en train de travailler ensemble. Je crois que le seul homme, c'était l'éditeur et le photographe. Et le reste, c'était des femmes, et chacun voulait le travail de l'autre et voulait monter plus vite. Alors je dis, non, et en ce moment-là,
j'avais déjà pris le goût pour voyager, parce que j'ai voyagé beaucoup en Espagne avec mes parents quand on était jeunes. Je dis beaucoup, une fois par an. Et on allait en train et en bus, en n'importe quel moyen. Ils étaient très aventuriers, mes parents. Et c'est peut-être ça qui aussi m'a donné la facilité de m'adapter là où j'allais. Et alors, j'ai décidé, c'est mon père qui m'a poussé de nouveau. Parce qu'il m'a dit, je t'ai encouragé à apprendre l'espagnol, je t'ai encouragé à améliorer le français que tu as appris à l'école. Alors, pourquoi tu ne voyages pas? Va vivre autre part, qu'est-ce que tu restes faire ici? Et je dis oui, quand même. Alors, j'ai décidé que je voulais être hôtesse d'air avec Paname. C'était l'époque où d'être hôtesse, c'était super glamorous. Mais on m'a accepté et tout. Et j'étais à 1 mois de partir pour Miami pour faire l'entraînement. Et j'ai changé d'avis. Je n'ai pas été. Pourquoi? Je ne sais pas. On dit en anglais a glorified waitress. Alors, ça m'est resté dans la tête. Oui, j'ai fait cette thèse. Puis, j'ai trouvé un job à Milan dans la publicité. Et à l'époque, j'avais un copain italien. Il m'a dit, tu ne veux pas aller à Milan? Il fait froid comme en Angleterre, il pleut. Il m'a dit, va à Rome. J'ai dit, je n'ai pas de travail à Rome. Il a dit, pourquoi tu n'essaies pas la FAO, les Nations Unies? J'ai dit, où je commence? Et je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai fait, mais je sais que j'ai écrit une lettre à la FAO. Et j'ai reçu une réponse très vite après en me disant, présente-toi, présentez-vous à un tel endroit en centre-ville pour des examens. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et voilà, ils m'ont accepté, j'ai fait l'examen, ils m'ont accepté, ils m'ont envoyé une lettre. Présentez-vous à Rome le 1er juillet. J'ai pris ma valise, ma guitare, et je suis parti pour Rome. Et vous étiez où au cours de ce processus? À Londres? À Londres. J'ai fait des examens à Londres. C'était par hasard que le moment que j'ai écrit la lettre, c'était quelques semaines avant les examens qu'ils faisaient une fois par an. Alors c'est le destin qui m'a fait aller, qui m'a fait... C'était décidé. Alors je suis parti. Je suis arrivé à l'hôtel. J'étais très plein de moi-même alors. Tout le monde à l'aéroport qui me disait brave. Parce que quand même, c'était de voyager seul, d'aller vivre dans un autre pays à cette époque. C'était pas à la mode, quoi. Alors, on m'a mis dans un pensionné. Alors, je suis entré dans ma chambre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai posé ma valise, je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré pendant 3 heures. Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et je ne peux pas retourner parce que j'ai signé un contrat. Et en tout cas, j'aurais l'air ridicule si je retourne après 3 heures. Et petit à petit, je me suis adapté. Et je suis allé au travail, j'ai connu du monde, j'étais invité sur un yacht. J'ai eu une belle vita à Rome. En quoi consistait votre travail? C'était le press department. Donc, je traitais avec les journalistes et les photographes. Je m'occupais j'organisais leur voyage compliqué en Afrique. Tout ça. Mais il faut dire que j'étais très bien payé.
c'était pas un grand effort comme traverser. C'est la seule fois dans ma vie je peux facilement dire j'étais bien payé, je faisais pas grand chose. Vous étiez fonctionnaire international. Oui. Oui, normalement, c'est très bien payé. Oui, c'était bien payé. Et pour une fois, j'ai pu avoir un appartement toute seule. J'ai eu un studio dans le vieux quartier de Trastevere. Et voilà. Et 6 mois après, j'ai connu mon mari. Passons au côté familial de votre vie. Votre mari est égyptien. Le destin joue un grand rôle dans votre vie, on peut vraiment le deviner. Une Anglaise et un Égyptien se rencontrent à Rome, en Italie. Parlez-nous de cette rencontre et de cette expérience. Bien. On s'est connus à travers un ami libanais, ou des amis libanais italiens. On s'est connus comme ça, parce qu'on sortait souvent dans les restaurants. Je l'ai vu une fois de loin, j'ai dit, il me plaît celui-là. Et paraît-il que lui, la même chose. Et un soir, on était dîner, et après, on était à l'appartement d'une copine à moi, et on a commencé à parler, lui et moi. On n'a pas fini de parler. On a parlé jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin. Ici, quand on était en ballet, j'étais étonnée. Et j'ai trouvé un homme avec qui je pouvais parler, si vous me comprenez. Avec qui j'avais un rapport. Et que, malgré nos différentes cultures, il n'y avait pas de culture. Parce qu'on avait les deux beaucoup lu, on aimait beaucoup le cinéma, et on aimait le ballet, on aimait le théâtre. Donc on a trouvé beaucoup de choses en commun, qu'on a encore, 45 ans après. Pour la décision du mariage, alors, est-ce que vous l'avez pris tout de suite ou ça a pris un peu de temps? Non, 2 ans. Non, on a décidé assez vite, mais on a attendu un peu pour mieux quoi. Et vous vous êtes installé à Rome ou en Égypte, au Caire? Non, qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne me rappelle plus. Ah, mon mari a eu une position avec le World Food Programme. Donc on est parti en Yemen du Sud, à Aden, pendant 1 an et demi. Moi, on était encore à Rome. C'était le programme alimentaire mondial. Oui, oui. Donc on est resté 1 an et demi, on est retourné à Rome. Et à un moment donné, il me dit, Sadat est en train d'ouvrir les portes. Et moi, je veux revenir en Égypte. Il avait un cousin, qui a monté une boîte de musique à Milan. Et il m'a dit, je veux faire la même chose en Égypte. Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit, est-ce que j'ai le choix? J'ai dit, ah non. J'avais déjà visité l'Égypte, le Caire, pendant 5 jours en allant à Aden. Et ça m'a plu. Et donc, on est venu ici. Et nous voilà encore, ça c'était en 1974. Juste après le 6 octobre 1973, l'année d'après, avec l'ouverture économique. Oui. Il a dû en prendre l'avantage de la situation. Il n'aimait pas être employé, parce que là, avec les Nations Unies, il était employé. Il voulait avoir sa propre boîte et être son propre chef. C'est ce qu'il a fait. Vous êtes venu en Égypte pour s'installer ici. Normalement, vous avez quitté votre travail à Rome. Alors, parlez-moi de cette installation, de l'intégration à la société égyptienne. Les premiers moments dès votre arrivée ici, comment ça s'est déroulé? Je me suis très vite intégrée, très vite. Au bout de quelques semaines, on a fait une invitation maison et mon mari a invité tous ses copains de l'école de jésuites avec leurs femmes ou leurs petites amies pour que je les rencontre. Et ils étaient formidables avec moi. Pourtant, j'ai entendu plein d'histoires d'étrangers qui sont venus ici, qui disent qu'elles n'ont pas été acceptées. Mais d'après moi, ce n'est pas leur choix. C'est leur comportement, comment tu t'intègres.
Et si tu possèdes le français, ça aide. Parce que tous ses amis étaient anglophones, francophones et évidemment l'arabe. La seule chose, c'est que quand il racontait des blagues, souvent la dernière morceau était en arabe. Alors je devais dire, qu'est-ce qu'ils ont dit, Mais non, le français m'a beaucoup servi. Bien qu'à l'école, c'était inutile, les choses qu'on a appris. La plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle. Comment tu mets ça dans une conversation? Donc, quand on s'est connus d'ailleurs, mon français était une liste de verbes, de noms, d'adjectifs, de verbes. Je n'arrivais pas à former des phrases convenables. Mais petit à petit, ensemble, voilà. Et pour le côté professionnel, qu'est-ce que vous avez fait en Égypte? J'ai aidé mon mari quand il a monté son travail. Je l'ai aidé au bureau un peu, travail comme ça. Et puis, je faisais pas grand-chose. Je faisais de nouveau la belle vie, Agami, les dîners, les déjeuners, se coucher à 3 heures. Et un beau jour, je me suis dit, ma vie est un peu vide, elle n'a pas de sens. Et par hasard, j'ai entendu le nom de Inji Sol, qui, je crois, était en Arabie Saoudite et qu'elle revenait au Caire pour monter une école de danse. Je me suis dit, voilà ce que je veux. Alors j'étais chez elle, j'ai pris des cours, et petit à petit j'ai pris encore plus de cours, et elle m'a dit, pourquoi tu ne commences pas à enseigner les tout petits, parce que tu es en train de payer une fortune pour tes cours. Et voilà, c'est parti, on faisait des shows à Yoto, à la UC, avec des enfants et nous-mêmes on dansait. C'était assez courageuse de ma part parce que j'avais plus que 35 ans et j'ai dû re-entraîner tout mon corps à la danse que je n'avais pas fait depuis 20 ans. C'était votre première passion de toute façon, vous étiez à l'aise? Oui, 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 oui. Vous étiez également professeur du théâtre et on voit que vous commencez toujours des projets et ça grandit et ça prend de l'ampleur. Parlez-moi un peu des étapes de cette carrière. Des étapes. La première étape, c'était comme je vous ai dit avec Inji Sol. Et au bout de quelques années, le British International School, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'étais là, mes enfants étaient là, et je leur ai dit, vous n'avez pas l'art dramatique, vous avez un peu quelques heures de temps en temps, vous n'avez pas la danse, vous n'avez pas assez de trucs artistiques. Ils m'ont demandé d'ouvrir une école après l'école de ballet. Donc j'ai quitté Inji et j'ai fait ça. Et aussi j'ai donné des cours dans le curriculum de mouvement et un peu d'art dramatique comme ça. Et au bout d'un certain temps, on m'a demandé est-ce que tu peux enseigner l'art dramatique à toute l'école. Et en ce moment-là, j'ai commencé à me dire est-ce que je veux continuer à enseigner le ballet parce que maintenant, à un certain âge, je ne veux pas avoir l'air ridicule. Alors j'ai accepté et petit à petit, j'ai enseigné toute l'école. Jusqu'à ce qu'on a commencé à grandir en se préparant pour aller au 6 octobre. Et j'ai dû, à un moment donné, on m'a dit, il y a tellement de cours, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait t'aider? Et j'ai dit, je connais une personne, mais ça sera du népotisme parce que c'est mon fils, le grand. Alors il a commencé à enseigner avec moi et voilà, il est encore là-bas. Il enseigne tout le junior school. Et moi j'ai pris la retraite en 2011. 2011, oui. J'ai passé 23 ans à l'école. 23 ans. Et voilà, ça. Et à la fin, quand je suis parti, les dernières 3 années, quand on a
pris le terrain le 6 octobre. Au lieu d'être Head of Drama, je suis devenu Head of Visual and Performing Arts, donc tous les arts ensemble. On m'a dit m'a demandé de mettre ensemble, de les faire travailler ensemble, et voilà, et puis je suis partie. Madame Rosemary Sebit, merci bien de nous avoir accordé cette occasion afin de commencer à parler avec vous de différentes facettes de votre vie. La semaine prochaine, nous allons continuer notre discussion. Merci, à la prochaine fois. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Femmes d'Égypte. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer notre rencontre avec Madame Rosemary Sebit qui va nous parler de plusieurs défis au cours de sa vie, également de plusieurs aspirations. Merci et à la prochaine.